J'ai aidé ma belle-mère à déménager. Puis j'ai découvert ce qu'elle cachait à notre famille depuis des décennies. Je n'aurais jamais imaginé être celle qui découvrirait un secret susceptible d'ébranler le monde entier de mon mari. C'est le genre de révélation que l'on voit dans les films ou que l'on lit dans les romans. Jamais quelque chose qui se produit dans notre propre vie. Pourtant, je suis là, portant le poids d'une vérité que je ne suis pas sûre d'avoir le droit de partager. Ma relation avec Eleanor, ma belle-mère, a toujours été ce que l'on pourrait appeler cordialement distante. Dès que James nous a présentés, il y a 5 ans, j'ai senti sa déception tranquille. Je n'étais pas ce qu'elle avait imaginé pour son fils unique, un avocat formé à Harvard et promis à une belle carrière. Je n'étais qu'une infirmière d'une petite ville de l'Ohio, sans relation familiale prestigieuse, ni pédigré impressionnant. Nous nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds organisée par l'hôpital, où James représentait son cabinet d'avocat. Je travaillais ce soir-là, aidant à coordonner les efforts de bénévolat du personnel médical. Il a renversé son champagne sur mon uniforme lorsque quelqu'un l'a bousculé, et il s'est tellement excusé que je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Il m'a demandé mon numéro pour payer le nettoyage à sec. Au lieu de cela, nous avons pris un café le lendemain matin avant mon service. 6 mois plus tard, nous étions fiancés, malgré les réserves évidentes de sa mère. Eleanor est issue d'une vieille famille de Boston, le genre de famille dont les bâtiments portent le nom dans des universités prestigieuses. Son mariage avec Richard Aldridge, un brillant avocat issu d'un milieu tout aussi distingué, était considéré comme un mariage parfait dans leur cercle social. James a grandi entouré de privilèges et d'attentes, même si, à son crédit, il ne s'est jamais laissé définir par eux. Il possède l'intelligence vive de son père, mais aucune des prétentions que j'ai vues sur les photos de Richard, toujours parfaitement posé dans des costumes coûteux, l'expression sérieuse même lors des réunions de famille. Eleanor n'a jamais rien dit d'explicitement méchant. Ce n'était pas son style. Elle opérait avec une désapprobation raffinée, presque imperceptible, une légère pause avant de répondre à mes commentaires au dîner. La façon dont elle corrigeait subtilement mon étiquette à table, ses suggestions persistantes sur des carrières plus convenables que je pourrais envisager. N'as-tu jamais pensé à l'administration d'un hôpital, ma chère? Avec ton sens du contact, tu pourrais vraiment exceller. Toujours avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Notre mariage a été une étude de compromis. Eleanor avait imaginé un événement grandiose au Boston Symphony Hall, avec des centaines d'invités, dont la plupart n'avaient jamais été rencontrés par James et moi. Je voulais quelque chose de plus petit, de plus intime. Nous avons opté pour une cérémonie dans le jardin de sa maison de Beacon Hill, avec une liste d'invités qui me paraissait encore excessive, mais qui était d'une modestie embarrassante, selon Eleanor. Elle a insisté pour choisir le fleuriste, le traiteur, le photographe, tous des gens qu'elle avait déjà utilisés pour des événements caritatifs au fil des ans. J'ai cédé sur la plupart des points, en choisissant soigneusement mes batailles. C'est moi qui ai choisi la robe, bien qu'elle ait réussi à me faire une petite remarque subtile sur le fait qu'il était courageux de choisir quelque chose d'aussi moderne pour une cérémonie traditionnelle. James n'a pas remarqué ces courants sous-jacents ou a choisi de les ignorer. « Maman est juste vieux jeu », disait-il. « Elle finira par s'intéresser à toi. » Mais 5 ans après le début de notre mariage, cette chaleur est restée insaisissable. Nous nous sommes installés dans une routine de dîners dominicaux obligatoires dans son élégante maison, où je souriais et hochais la tête pendant qu'elle se remémorait l'enfance de James et l'avenir prometteur qui l'attendait.
je suis devenue experte dans l'art d'entretenir une conversation agréable tout en gardant mon vrai moi bien caché derrière une façade polie. Je me souviens du premier Noël que j'ai passé avec eux. J'avais passé des semaines à chercher le cadeau idéal pour Eleanor et j'avais fini par trouver une broche ancienne qui correspondait à celle qu'elle avait héritée de sa mère, mais qu'elle avait perdue il y a des années. Lorsqu'elle l'a ouvert, son expression a vacillé avec quelque chose qui ressemblait à une véritable reconnaissance, mais elle a rapidement retrouvé son habituel sourire contrôlé. « Comme c'est gentil », dit-elle, avant de la mettre de côté pour admirer le pull en cachemire que son amie Judith lui avait envoyé. La broche disparut dans un tiroir, pour ne plus jamais être portée. Ce même Noël, j'ai accidentellement cassé un ornement en aidant à décorer le sapin. Un délicat renne en verre qui appartenait apparemment à la famille de Richard depuis des générations. Eleanor n'a pas haussé le ton et n'a pas montré de colère manifeste. Elle a simplement dit « Ne t'en fais pas, ma chérie, c'était juste un objet de famille irremplaçable. » Puis elle a balayé les morceaux pendant que je restais là, mortifiée. Plus tard, je l'ai entendu dire à une amie au téléphone que certaines choses ne peuvent pas être confiées à certaines personnes. Et j'ai su exactement de quoi et de qui elle parlait. Avec le temps, j'ai cessé de faire des efforts. Notre relation s'est cristallisée sur quelque chose de prévisible, une tolérance mutuelle pour le bien de James. Nous étions deux femmes qui aimaient le même homme, mais qui n'avaient pas grand-chose d'autre en commun. J'ai fait la paix avec cela, ou du moins, je m'en suis convaincue. La tension n'apparaissait vraiment que lors des discussions sur les enfants. Eleanor mentionnait avec désinvolture à quel point James avait été magnifique dans la robe de baptême de la famille Aldridge, ou comment les traits génétiques Aldridge pour l'intelligence avaient tendance à sauter une génération. L'implication était claire. Elle craignait que mes gènes ne diluent la précieuse lignée Aldridge. Je voulais des enfants, mais chaque commentaire passif-agressif me rendait plus déterminée à établir nos propres traditions familiales, sans l'influence d'Eleanor. Ces batailles tacites me laissaient émotionnellement épuisée après chaque visite. Tout a changé le mois dernier, lorsqu'Eleanor a annoncé qu'elle vendait sa maison et déménageait dans un appartement plus petit, situé dans un immeuble moderne, à l'autre bout de la ville. La nouvelle a surpris tout le monde, en particulier James. Elle avait vécu dans cette maison pendant plus de 30 ans. C'est là qu'elle avait élevé James, après la mort de son père, là où chaque recoin renfermait des souvenirs de leur vie commune. « Il est temps de changer », c'est tout ce qu'elle a répondu lorsque James a remis en question cette décision soudaine. À mon âge, on a besoin de simplifier. Quelque chose dans cette explication m'a semblé bizarre. Eleanor s'était toujours enorgueillie de maintenir les traditions familiales et de préserver l'héritage Aldridge. La maison était autant un symbole de cet héritage que tout ce qu'ils possédaient. La vendre ne me semblait pas du tout dans leurs habitudes. Lorsque j'ai demandé gentiment s'il y avait des problèmes financiers, elle a écarté la question d'un geste de sa main parfaitement manucurée. « Ne soyez pas ridicule, Abigail. Les Aldridge n'ont jamais eu de problèmes financiers. » Même face à cette décision inattendue, elle a réussi à garder son air de dignité imperturbable. L'entreprise de déménagement qu'elle a engagée était la même que celle qui avait relogé l'ancien maire de Boston. L'agent immobilier est un vieil ami de la famille qui lui assure que la propriété ne sera vendue qu'à la bonne catégorie d'acheteurs. Tout serait traité avec la discrétion et le goût qui s'impose. James est inquiet. Eleanor a 72 ans. Elle est encore vive et indépendante, mais la maison représente la stabilité et la continuité.
lorsqu'il n'a pas pu s'absenter de son travail pour aider au déménagement en raison d'une affaire importante, il m'a regardé avec cette expression d'espoir que je ne pouvais jamais refuser. « Pourriez-vous aider maman à trier ses affaires ? Je me sentirais mieux si quelqu'un était là avec elle. » J'ai accepté, malgré mes réserves. C'était peut-être l'occasion de franchir enfin le mur invisible qui nous séparait. Ou peut-être étais-je tout simplement naïve. Éléonore semblait tout aussi peu enthousiaste à l'idée du temps que nous allions passer ensemble, mais la nécessité l'emportait sur les préférences personnelles. Je suppose que je pourrais avoir besoin d'une paire de mains supplémentaires, concéda-t-elle, lorsque James l'appela pour lui annoncer ma venue. Il y a beaucoup de choses à régler. C'était un euphémisme. La maison était un musée d'objets soigneusement conservés, témoin d'une vie dont je ne savais pas grand-chose. Des vases en cristal provenant de vacances à l'étranger, des livres reliés en cuir collectionnés au fil des décennies, des photographies encadrées d'argent documentant le parcours de James, du bambin aux joues de potelé au jeune avocat sérieux. Tout était méticuleusement rangé, comme si sa maison avait été mise en scène pour une perpétuelle journée portes ouvertes à laquelle personne n'était réellement invité. Le premier matin, Éléonore m'a accueillie à la porte dans un chemisier et un pantalon parfaitement repassé, ses cheveux argentés coiffés de manière impeccable, comme si elle se préparait à un dîner plutôt qu'à une journée d'emballage poussiéreux. Elle avait déjà classé certains objets par catégorie, à garder, à donner, à considérer, avec des étiquettes écrites à la main dans son écriture élégante. J'ai pensé que nous pourrions commencer par la cuisine, dit-elle, en me guidant à travers la maison. La plupart des objets seront emportés avec moi, mais il y a des pièces de service que je n'ai pas utilisées depuis des années et qui pourraient probablement être données. La première journée d'emballage a été difficile mais sans histoire. Nous avons travaillé dans des pièces différentes. Éléonore dans sa chambre, emballant soigneusement de délicates figurines en porcelaine, dans du papier de soie, tandis que je m'attaquais à la cuisine, enveloppant la vaisselle et les verres dans du papier journal. Nous parlions peu, le silence n'étant ponctué que par des questions pratiques sur les cartons et le ruban adhésif. Pendant notre pause déjeuner, une salade qu'elle avait préparée la veille, servie sur de la porcelaine fine, malgré les circonstances, Éléonore m'a surpris en me posant des questions sur mon travail à l'hôpital. Elle n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour ma carrière auparavant, changeant généralement de sujet lorsque j'évoquais mes patients ou les défis du système de santé. « Cela doit être difficile », dit-elle, en coupant délicatement un morceau de laitue avec sa fourchette, de voir les gens dans leur état le plus vulnérable. « C'est vrai », ai-je convenu, pris au dépourvu par son intérêt apparent. Mais c'est aussi un privilège. Les gens vous laissent entrer dans leur vie pendant leurs moments les plus sombres. Il y a quelque chose de profond là-dedans. Elle a hoché la tête d'un air pensif. Richard, le père de James, avait l'habitude de dire quelque chose de similaire à propos de son travail d'avocat. Les gens venaient le voir lorsqu'ils étaient en crise, et il était de sa responsabilité de porter une partie de ce fardeau pour eux. C'était la première fois qu'elle me parlait volontairement de Richard, sans que cela fasse partie d'une histoire destinée à me faire comprendre la grandeur de la famille Aldridge. Il y avait quelque chose de différent dans son ton, une douceur que je n'avais jamais entendue auparavant. « Il doit beaucoup vous manquer, dis-je prudemment, ne voulant pas rompre le charme qui avait provoqué ce moment de conversation sincère. « Tous les jours, répondit-elle simplement. Depuis 30 ans. Puis, comme si elle se surprenait à en révéler trop, elle s'est redressée et a repris son ton vif habituel. Nous devrions terminer la cuisine cet après-midi. Les déménageurs seront là lundi prochain et il y a encore beaucoup à faire.
Le soir venu, j'étais épuisée mais étrangement satisfaite. Nous avions fait des progrès et il y avait eu ce bref moment de connexion, comme une petite fissure dans le mur qui nous séparait. Lorsque je suis partie, Eleanor m'a remerciée avec une chaleur inhabituelle. « Vous avez été très utile aujourd'hui, Abigail, j'apprécie. » Sur le chemin du retour, j'ai appelé James pour lui donner des nouvelles. « Ça s'est mieux passé que prévu, » lui ai-je dit. « Ta mère et moi avons eu une bonne conversation au cours du déjeuner. »« Vraiment ?» Il avait l'air agréablement surpris. « De quoi s'agit-il ?»« De mon travail, en fait, et elle a parlé de ton père. »« Waouh !» dit James, un véritable étonnement dans la voix. « Maman ne parle presque jamais de papa, surtout pas avec... avec des gens extérieurs à la famille. » Il s'est rattrapé, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Malgré 5 ans de mariage, j'étais toujours considérée comme une étrangère à certains égards. « Elle l'aimait beaucoup, n'est-ce pas ?» demandai-je. James est resté silencieux pendant un moment. « Oui, ils ont eu un de ces mariages de contes de fées, partenaires en tout. C'est pourquoi elle ne s'est jamais remariée, je pense. Personne ne pourrait jamais être à la hauteur de ce qu'ils avaient. » Ces mots me sont restés en tête pendant que je conduisais. Le mariage parfait, le partenariat idéal, la norme à laquelle James mesurait sa propre vie et ses relations. Je me suis demandé, et ce n'était pas la première fois, si j'étais à la hauteur, dans son esprit, de l'idéal fixé par ses parents. Le 2e jour, Eleanor m'a demandé de l'aide pour le bureau, une pièce dans laquelle j'étais rarement entrée lors de nos visites. C'était un espace masculin, préservé presque comme un sanctuaire pour le défunt père de James, Richard. De lourdes étagères en chêne bordent les murs, remplies de livres de droit et de traités économiques reliés en cuir. Un bureau massif dominait le centre de la pièce, sa surface étant dégagée, à l'exception d'une lampe de banquier verte et d'un coupe-papier en argent. Richard était très attaché à son espace, explique Eleanor, dont la voix s'adoucit comme toujours lorsqu'elle évoque son défunt mari. Tout devait être parfait. J'ai acquiescé, ne sachant que dire d'autre. Richard était mort avant que je ne rencontre James, mais sa présence occupait toujours une place importante dans la mythologie familiale. Brillant avocat d'affaires, il était mort trop jeune, d'une crise cardiaque à 52 ans, laissant Eleanor veuve et James orphelin, de père à 15 ans. Sur les photos disséminées dans la maison, il apparaissait sévère et imposant, son expression sérieuse même sur les clichés des vacances familiales. James lui ressemble tellement parfois, dit Eleanor, en passant sa main sur la surface polie du bureau, la façon dont il fronce les sourcils lorsqu'il réfléchit, la façon dont il organise ses pensées lorsqu'il présente un argument, du pur Richard. C'était la chose la plus proche d'un compliment qu'elle m'ait jamais fait à propos de ma relation avec son fils, reconnaissant qu'il avait effectivement hérité des qualités admirables de son père en dépit de son mauvais choix d'épouse. Nous devrions commencer par les étagères, a indiqué Eleanor, le moment de réminiscence passé. La plupart d'entre elles seront données à la bibliothèque de l'université. C'est ce que Richard aurait voulu. J'ai commencé à retirer soigneusement les livres de leurs étagères, essuyant la poussière qui s'était accumulée au fil des ans. Eleanor les a classés par piles, à garder, à donner, à considérer. Elle travaillait méthodiquement, s'arrêtant parfois pour feuilleter un volume qui avait une signification particulière. C'est une première édition qu'il a trouvée à Londres pendant notre lune de miel, disait-elle, ou encore, il a fait référence à cette étude de cas dans la fusion Brookings, son premier grand cas d'entreprise. Chaque livre semblait contenir un souvenir, un morceau de la légende,
de Richard Aldridge. J'ai essayé d'imaginer James dans 30 ans, racontant ses victoires juridiques à nos enfants ou petits-enfants. Serais-je aussi important dans ces récits que Richard l'était dans les souvenirs d'Eleanor? Ou serais-je un personnage secondaire, présent mais pas essentiel au récit? C'est en milieu d'après-midi que j'ai atteint l'étagère du bas, derrière le bureau, un endroit peu commode qui m'obligeait à m'agenouiller sur le sol et à tendre la main dans l'ombre. Mes doigts effleurèrent quelque chose qui n'était pas un livre, une boîte en bois, repoussée loin contre le mur, presque comme si elle avait été délibérément cachée. « J'ai trouvé quelque chose », ai-je dit à Eleanor, qui, de l'autre côté de la pièce, cataloguait une collection de premières éditions. J'ai tiré la boîte vers l'avant, dans la lumière. Elle était de la taille d'une boîte à chaussures, en noyer foncé, avec un simple fermoir en laiton. Aucune poussière ne s'était accumulée sur sa surface, contrairement à tout ce qui se trouvait sur l'étagère du bas. Quelqu'un l'avait manipulée récemment. Eleanor se retourna et je vis son visage changer. Un éclair de quelque chose qui ressemblait à de la panique, rapidement masqué par un sang-froid exercé. « C'est juste de la vieille paperasse », dit-elle avec dédain. « Rien d'important. Nous pouvons les mettre directement dans la pile des déménagements. » Mais il y avait quelque chose dans sa voix, un léger tremblement, inhabituel pour quelqu'un qui se targuait d'être maître de soi. Ma curiosité a été piquée. « Dois-je l'emballer avec les autres documents personnels ?» demandai-je, en passant ma main sur la surface lisse du bois. « Je m'en occupe », répondit Eleanor, en traversant la pièce, avec une rapidité surprenante pour une femme de son âge. Elle tendit la main vers la boîte, mais sa manche s'accrocha au coin d'une étagère, ce qui la fit légèrement trébucher. Dans ce moment de distraction, le fermoir de la boîte s'est ouvert et plusieurs documents ont glissé sur la moquette. Je me suis instinctivement penchée pour les ramasser, mes yeux apercevant du papier à en-tête officielle et ce qui ressemblait à des relevés bancaires. J'ai dit que je m'en occupais. La voix d'Eleanor est devenue tranchante et tout semblant de calme a disparu. Mais il était trop tard. J'en avais déjà vu assez pour comprendre qu'il ne s'agissait pas de papiers ordinaires. Il s'agissait d'états financiers, de titres de propriété et de ce qui semblait être des contrats de location, le tout pour une adresse que je ne reconnaissais pas, dans une ville située à une 30aine de kilomètres. Et tous ces documents étaient récents. Alors que je rassemblais les documents, une photographie s'est glissée entre deux chemises. Un cliché en couleur datant de ce qui semble être les années 1980, à en juger par la mode et la qualité de la pellicule. On y voit une femme aux cheveux noirs tenant dans ses bras une fillette de 6 ou 7 ans. Elle se tenait devant une modeste maison de style Cape Cod, aux volets en bleu. La femme souriait directement à l'appareil photo, à l'aise et familière avec le photographe. La fillette tenait un lapin en peluche, l'air sérieux mais satisfait. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé, ma confusion étant évidente, alors que je tenais dans une main un relevé hypothécaire datant d'à peine 3 mois et dans l'autre la photographie. Eleanor s'enfonça dans la chaise de bureau de Richard, paraissant soudain avoir 72 ans. La façade soigneusement entretenue s'est fissurée, révélant une vulnérabilité que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. « Ce n'est pas comme ça que je voulais qu'on l'apprenne », dit-elle à voix basse. « Découvrir quoi ?» J'essayais encore de comprendre ce que je voyais. « Eleanor, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Elle a pris une grande inspiration, lissant sa jupe dans un geste habituel pour retrouver son calme. « Richard avait une autre famille, » dit-elle finalement, chaque mot semblant lui coûter un effort énorme. Une femme nommée Caroline et une fille, Rebecca. Le monde semblait basculer sur le côté. Je m'assis durement sur le sol,
les documents toujours serrés dans mes mains. Que veux-tu dire par une autre famille ? Exactement ce à quoi ça ressemble, a répondu Éléanore, la voix posée maintenant, comme si le soulagement d'avoir enfin dit la vérité l'emportait sur la douleur de la révélation. Une liaison qui a commencé avant même que nous soyons mariés. Elle était sa secrétaire au cabinet. Un tel cliché, n'est-ce pas ? Je l'ai regardé fixement, incapable de réconcilier cette bombe avec le récit de la famille parfaite que l'on m'avait présentée pendant des années. Richard, le mari dévoué. Richard, l'avocat éthique. Richard, la boussole morale, à l'aune de laquelle James mesurait sa propre vie. Le père de James a-t-il une demi-sœur ? J'ai eu du mal à formuler des questions cohérentes. Oui, Rebecca a 3 ans de plus que James. Elle vit à Hartford maintenant, je crois. Elle est enseignante. Mon esprit s'emballait. Vous saviez, depuis tout ce temps ? Éléanore rit, un son aigu, cassant, sans humour. Bien sûr que je le savais. J'ai confronté Richard à ce sujet quand James n'était qu'un bébé. Il a tout admis, mais a refusé d'y mettre fin. Il a dit qu'il nous aimait tous les deux, qu'il ne pouvait pas choisir. Le grand Richard Aldridge, incapable de prendre une décision. Sa voix était empreinte d'une amertume vieille de plusieurs décennies. Mais tu es restée avec lui. C'était en 1980, ma chère. J'étais une femme au foyer avec un fils en bas âge et un diplôme d'histoire de l'art que je n'avais jamais utilisé. Quelles étaient exactement mes options ? Elle a fait un geste vers les documents que je tenais dans ma main. Richard les a installés dans cette maison. Il a promis de toujours subvenir à leurs besoins. Après sa mort, j'ai continué à les payer. J'ai regardé l'état hypothécaire. Tu les soutiens encore, après tout ce temps ? Caroline, oui, Rebecca est seule maintenant. Mais Caroline ne s'est jamais remariée. Elle n'avait pas de carrière, pas d'autres moyens de subsistance. L'expression d'Éléanore était indéchiffrable. Richard m'a fait promettre, sur son lit de mort, que je veillerais à ce qu'elle soit prise en charge. Sa dernière demande, pouvez-vous l'imaginer ? Après tout, c'est ce qu'il m'a demandé. Et vous avez tenu cette promesse toutes ces années. J'avais du mal à digérer tout ça. James est-il au courant de tout cela ? Non. Le mot est resté en suspens entre nous. Et il ne le saura jamais si j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Mais Éléanore, ça change tout. Toute la compréhension qu'il a de son père. Exactement, me coupe-t-elle. Toute sa compréhension. La base sur laquelle il a construit sa vie. Ses choix de carrière. Son sens de l'identité. Elle s'est penchée en avant. Quel bien cela lui ferait-il d'apprendre que son père a vécu dans le mensonge, que l'homme qu'il a idolâtré et imité était un vulgaire tricheur qui n'a même pas pu honorer ses vœux de mariage. Je n'avais pas de réponse à cette question. La partie égoïste de mon être voulait être d'accord avec elle, ranger la boîte et faire comme si je ne l'avais jamais vue. Mais une autre partie ressentait le poids de cette tromperie, de cet énorme secret de famille qui avait façonné toute leur vie à leur insu. L'appartement, dis-je soudain, les pièces du puzzle se mettant en place. Vous le vendez pour continuer à soutenir Caroline, n'est-ce pas ? Il n'y a plus d'argent. Éléanore a hoché la tête, détournant le regard. Les investissements de Richard n'ont pas donné les résultats escomptés ces dernières années. Le fonds fiduciaire qu'il a créé est presque épuisé. Je l'ai complété avec mes propres comptes, mais elle fait un geste vague autour du bureau. Cette maison est mon dernier bien important. Mais je pensais la richesse de la famille Aldridge. Les apparences peuvent être trompeuses, dit Éléanore avec un sourire en coin. Le cabinet juridique de Richard était prospère, certes, mais il subvenait aux besoins de 2 ménages. Et après le krach de 2008,
De nombreux investissements qui semblaient solides ont été réduits en poussière. J'ai été prudente, frugale même, en dépit de ce qu'on pourrait croire de l'extérieur. J'ai pensé à tous les vêtements de marque, au dîner du dimanche chez le traiteur, à l'image de richesses soigneusement entretenues. Tout cela n'avait-il été qu'une façade ces dernières années? Personne dans votre cercle social n'est au courant de tout cela, les difficultés financières, Caroline, Rebecca. Le visage d'Elénor se durcit. Le visage d'Elénor se durcit, et ils ne le sauront jamais. Dans mon monde, Abigail, la réputation est primordiale. Le nom d'Aldridge signifie encore quelque chose. À Boston, je ne veux pas qu'il soit terni, pas tant que je suis en vie pour l'empêcher. L'ampleur de son sacrifice m'a frappée. Pendant 30 ans, elle avait non seulement vécu avec la trahison de son mari, mais avait également continué à honorer ses souhaits après sa mort, en soutenant financièrement la femme avec laquelle il l'avait trompée jusqu'à vendre sa propre maison. « Pourquoi ne pas s'arrêter ?» ai-je demandé. « Après tout ce temps, après ce qu'il t'a fait, pourquoi continuer à payer ?» Elénor est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a parlé, sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. « Parce que je l'aimais, » dit-elle simplement. Malgré tout, j'aimais Richard, et tenir la promesse que je lui avais faite, lui assurer la paix de l'esprit même dans la mort, cela a donné un sens à la douleur. Elle m'a regardé droit dans les yeux. En outre, Caroline était autant une victime que moi. Richard était persuasif, charismatique. Il faisait en sorte que chacun d'entre nous se sente comme le centre de son monde. J'ai pensé à Jacques, qui ressemblait tellement à son père, avec le même charme confiant et le même sourire facile. L'idée qu'il puisse aussi avoir la capacité de tromperie de Richard m'a serré l'estomac. L'avez-vous déjà rencontré, Caroline ou Rebecca? Éléanor secoue la tête. Non, c'était mieux ainsi, mais je connais leur existence depuis 35 ans. J'ai vu des photos que Richard conservait. J'ai même lu des lettres. Sa bouche se tordit en un sourire amer. Il n'était pas particulièrement attentif à les cacher. C'est un peu comme s'il voulait que je le sache, mais qu'il ne pouvait pas se résoudre à me le dire directement. Était-il présent dans leur vie? Passait-il du temps avec eux? Les implications pour l'enfance de James étaient en stupéfiantes. Toutes ces soirées au bureau, ces voyages d'affaires, ces week-ends de conférences, combien de temps avait-il passé avec son autre famille? Oui, il partageait son temps entre nous. Les vacances étaient particulièrement difficiles. Il était avec nous le matin de Noël, puis réclamait une urgence professionnelle dans l'après-midi. L'anniversaire de Rebecca était en décembre, vous voyez. J'ai essayé d'imaginer les conséquences psychologiques. Savoir que votre mari quittait votre fête pour rejoindre son autre famille. Je me demandais s'il était plus heureux là-bas, plus détendu, plus lui-même. James ne s'est jamais douté de rien. Les enfants voient ce qu'ils s'attendent à voir, dit Éléanor, et j'ai pris soin de le protéger de ma propre douleur. En ce qui concerne James, son père était un avocat très occupé et prospère, qu'il aimait profondément et qui devait parfois manquer des événements à cause de ses engagements professionnels. Ce qui était vrai, dans la mesure où cela allait de soi. « Tu ne lui diras pas, n'est-ce pas ?» demanda Éléanor, avec une note de supplication dans sa voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Cela le détruirait d'apprendre cela sur son père. Et dans quel but? Richard n'est plus là. Le mal est fait. Mais les mensonges continuent, ai-je rétorqué. James se rend sur la tombe de son père chaque année, le jour de son anniversaire. Il cite ses principes éthiques dans ses plaidoiries au tribunal.
son identité entière est enveloppée dans le fait d'être le fils de Richard Aldridge. Et il est le fils de Richard, dit fermement Éléanore. C'est vrai, Richard l'aimait désespérément. Quels que soient ses défauts, en tant que mari, il était un père dévoué. À ses 2 enfants, je n'ai pas pu m'empêcher de demander. L'expression d'Éléonore se crispe. Oui, d'après les lettres de Caroline au fil des ans, il était tout aussi dévoué à Rebecca. Il assistait à ses activités scolaires, l'aidait à faire ses devoirs, lui apprenait à faire du vélo. Tout ce qu'il faisait avec James. Elle marque une pause. La crise cardiaque fatale de Richard s'est produite sur le chemin du retour de la cérémonie de remise des diplômes de Rebecca. Il m'avait dit qu'il était à une retraite de partenaire. Même dans la mort, les mensonges ont continué. Nous sommes restés assis en silence, la boîte à secrets ouverte entre nous. J'ai pensé à James rentrant à la maison plus tard, demandant innocemment comment s'était passé l'emballage, le fardeau de savoir quelque chose qui changerait sa vision de toute son enfance, de son père, de sa mère et même de lui-même. Qui d'autre est au courant? J'ai fini par demander. Le frère de Richard, Charles, est au courant. Il a aidé à créer le fonds fiduciaire après la mort de Richard. En dehors de cela, personne ne compte. Éléanore a redressé les épaules, reprenant son calme. Et maintenant, vous. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je enfin. Éléonore a acquiescé, rassemblant soigneusement les papiers éparpillés et les remettant dans la boîte. Pour ce que ça vaut, dit-elle à voix basse, tu n'es pas du tout ce à quoi je m'attendais quand James t'a ramené à la maison. Je pensais que vous seriez temporaire, une autre de ces fascinations passagères. Mais tu t'es révélée bien plus forte que je ne l'imaginais. Venant d'Éléonore, c'était pratiquement une déclaration d'amour. C'est pour ça que tu as été si distant? Tu pensais que je ne durerais pas? Elle réfléchit. En partie, mais aussi... Vous m'avez rappelé, Caroline, d'une certaine façon, votre franchise, ton manque de prétention. Elle esquissa un petit sourire triste. Je suppose que j'avais peur que James répète le schéma de son père, attiré par quelqu'un de complètement différent du monde dans lequel il a été élevé. La comparaison m'a troublée. Est-ce que je ressemblais vraiment à la femme que Richard avait préférée à son épouse? James suivait-il inconsciemment les traces de son père en se mariant en dehors de son cercle social? Le reste de la journée s'est déroulé dans le brouillard. Nous avons continué à faire nos bagages, ne parlant que lorsque c'était nécessaire, le poids de la révélation pesant sur nous. Lorsque je suis partie ce soir-là, Éléonore m'a serré la boîte dans les mains. « Peut-être vaut-il mieux que tu la gardes pour l'instant ?» dit-elle, « jusqu'à ce que tu te décides. Jusqu'à ce que tu te décides. » À la maison, j'ai caché la boîte dans mon placard, derrière des pulls d'hiver. Lorsque James me posait des questions sur la journée, je parlais de livres poussiéreux et de Wesley, en gardant une voix légère et égale. Le premier mensonge délibéré de notre mariage. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à côté de mon mari endormi, pensant aux familles et aux secrets qu'elles gardent, à propos d'Éléonore, qui avait sacrifié son propre bonheur pour préserver l'image idéalisée que son fils se faisait de son père, à Caroline, l'autre femme qui a passé sa vie dans l'ombre du mariage de quelqu'un d'autre, de Rebecca, qui connaît peut-être ou peut-être pas la vérité sur sa filiation, et à propos de James, parfaitement inconscient du fait que toute sa compréhension de l'histoire de sa famille était fondée sur des mensonges soigneusement construits. J'ai pensé à ma propre famille, des gens simples, issus de la classe ouvrière de l'Ohio. Pas de grandes prétentions, pas de scandale caché, à ma connaissance. L'année dernière, mes parents avaient célébré leur 40e anniversaire de mariage.
lors d'un barbecue dans l'arrière-cour, en présence d'amis et de voisins de longue date. Leur mariage n'était pas parfait, mais il était honnête. Que penserait-il de la situation dans laquelle je me trouvais? Le matin, je me suis fait porter pâle au travail et j'ai pris la voiture pour me rendre à l'adresse indiquée sur le relevé hypothécaire. Je me suis dit que je voulais simplement voir la maison pour rendre la situation plus réelle dans mon esprit. Mais je savais, au fond de moi, que j'espérais quelque chose de plus, un éclairage qui rendrait ma décision plus claire. La maison était modeste mais bien entretenue, un petit Cape Cod avec des volets bleus et un jardin soigneusement entretenu, comme sur la photo. Alors que j'étais assis dans ma voiture de l'autre côté de la rue, la porte d'entrée s'est ouverte et une femme en est sortie, la soixantaine, les cheveux noirs striés d'argent et une façon gracieuse de se déplacer qui me semblait étrangement familière. Caroline. Elle s'est penchée pour ramasser un journal, puis s'est arrêtée, regardant directement ma voiture d'un air interrogateur. Je suis partie rapidement, le cœur battant. Qu'est-ce que j'avais espéré obtenir? Pensais-je que le fait de voir la maîtresse de Richard en personne me conforterait dans mon indécision? Plus justifié de garder éventuellement ce secret pour mon mari? De retour à la maison, j'ai ouvert à nouveau la boîte en bois, en examinant cette fois le contenu avec plus d'attention. Au-delà des documents financiers, il y avait des objets personnels, des lettres manuscrites de Caroline à Richard, datant de plusieurs décennies, des notes sur les résultats scolaires de Rebecca, ses problèmes de santé, ses projets d'avenir. Il y avait d'autres photographies, Rebecca enfant, adolescente, en chapeau et robe, lors de la remise de son diplôme universitaire. Richard apparaissait sur certaines d'entre elles, l'air plus détendu que sur les portraits formels de la maison d'Eleanor. Une lettre en particulier a attiré mon attention. Datée d'1 mois seulement avant la mort de Richard, Caroline y fait part de ses inquiétudes quant à l'avenir, à ce qu'il adviendrait d'elle et de Rebecca s'il lui arrivait quelque chose. « Tu as toujours pris soin de nous, et je suis sûre que tu le feras toujours », écrit-elle. « Mais parfois je m'inquiète de notre vulnérabilité. Tout est à ton nom. Nous n'avons aucun droit légal, aucune protection. » Richard avait-il envisagé de modifier son testament, de reconnaître officiellement sa seconde famille? Était-ce pour cette raison qu'il avait arraché la promesse à Eleanor sur son lit de mort, parce qu'il savait qu'il n'avait pas réussi à assurer leur avenir d'une manière juridiquement contraignante? Au cours des jours suivants, j'ai continué à aider Eleanor à déménager tout en luttant avec ma conscience. Nous avons développé une étrange camaraderie, 2 femmes liées par un secret que ni l'une ni l'autre n'avait voulu partager. Elle m'en dit plus sur sa vie avec Richard, à la fois la version publique que tout le monde connaissait et la réalité privée qu'elle avait endurée. Le pire n'a pas été la trahison, m'a-t-elle confié un après-midi, alors que nous enveloppions des verres à pied en cristal dans du papier. C'était la solitude, savoir quelque chose de si dévastateur et n'avoir personne à qui le dire, maintenir la mascarade pour le bien de la position sociale, pour la stabilité de James. Elle a soigneusement placé un verre emballé dans une boîte. Je ne souhaite ce genre d'isolement à personne. J'ai réalisé avec une clarté soudaine qu'elle me mettait en garde, qu'elle me disait ce que ma vie deviendrait si je choisissais de garder ce secret pour James, une vie d'isolement, de maintien des apparences, au détriment d'une connexion authentique. « Avez-vous déjà envisagé de le quitter ?» ai-je demandé. « Après l'avoir découvert ?» Bien sûr, plusieurs fois. Les mains d'Eleanor continuaient leur enveloppement méthodique. J'ai consulté un avocat spécialisé dans le divorce une fois, quand James avait environ 5 ans, mais Richard
a clairement indiqué qu'il se battrait pour obtenir la garde. Et avec ses relations, ses ressources, il aurait pu gagner. Je ne pouvais pas risquer de perdre James. Je suis donc restée, selon mes conditions. Vos conditions ? Elle esquisse un petit sourire sinistre. J'ai insisté pour que nous fassions chambre à part. J'ai géré notre calendrier social, en veillant à ce que nous conservions l'apparence du couple parfait. J'ai pris le contrôle de nos finances. Un exploit considérable dans les années 1980. Permettez-moi de vous le dire, et j'ai obtenu la promesse qu'il ne laisserait jamais, au grand jamais, son autre vie empiéter sur celle de James. J'ai vu Eleanor sous un nouveau jour, pas seulement la matrone correcte de la société bostonienne, mais une protectrice acharnée de son fils et de sa dignité. Une femme qui avait fait des compromis douloureux, mais qui n'avait jamais complètement renoncé à son autonomie. Et Rebecca, lui en avez-vous déjà voulu ? Elle était innocente dans tout ça. Eleanor fait une pause, réfléchit. Je n'ai pas eu de ressentiment, exactement, mais je ne pouvais pas supporter d'entendre parler d'elle. Toute mention de ses réalisations, de ses étapes importantes, c'était du sel dans une plaie ouverte. Un autre rappel que l'amour de Richard, son temps, son attention, était à ma partagée. Elle soupire. Maintenant, à mon âge, je peux voir qu'elle a été autant victime des choix de Richard que James l'a été, comme nous tous. Le dernier jour où nous avons fait nos valises, Eleanor m'a montré un album de photos que je n'avais jamais vu auparavant. Des photos d'elle et de Richard, au début de leur relation. Ils avaient l'air si jeunes, si pleins d'espoir. Sur l'une d'entre elles, ils dansaient lors d'un événement officiel, se regardant l'un l'autre avec une véritable adoration. « Nous étions heureux autrefois, dit-elle doucement, avant que les tromperies ne commencent. C'est ce qui rend tout ce qui est venu après si tragique. Cela n'aurait pas dû se passer ainsi. Hier, Eleanor a emménagé dans son nouvel appartement. James et moi l'avons aidé à arranger les meubles, à accrocher les tableaux, à placer des objets familiers dans des espaces inconnus. Pendant que nous travaillions, j'observais mon mari, sa douce patience avec sa mère, son attention méticuleuse aux détails, lorsqu'il assemblait des étagères qui lui rappelaient tellement le père qu'il croyait avoir connu. À un moment donné, il a accroché un grand portrait de Richard dans le salon. La peinture à l'huile formelle qui avait dominé la salle à manger d'Eleanor pendant des décennies. J'ai remarqué qu'il étudiait le visage de son père comme s'il se cherchait dans ses traits aristocratiques. « Tu crois qu'il serait fier de moi ?» James demande à sa mère, une vulnérabilité inattendue dans la voix. « Du travail que je fais, des affaires que je prends ?»« Oh, James, il serait immensément fier, » a répondu Eleanor, et j'ai entendu la vérité absolue dans ses mots, malgré tout ce qui aurait pu être faux dans leur récit familial. Tu étais tout pour lui. Au moment de partir, Eleanor m'a serré dans ses bras, la première véritable étreinte que nous ayons jamais partagée. « Quelle que soit ta décision, » a-t-elle chuchoté, « je veux que tu saches que je comprends. Aujourd'hui, je suis assise ici, la boîte en bois ouverte devant moi, son contenu étalé sur la table de notre salle à manger. James travaille tard, comme il le fait souvent, déterminé à suivre les traces professionnelles de son père. L'ironie de la situation est presque insupportable. Quelle est la meilleure chose à faire ? Lui dire la vérité et voir son monde s'effondrer, ou le protéger avec le même mensonge que sa mère a entretenu pendant des décennies ? Je pense aux conversations que James et moi avons eues sur le fait de fonder notre propre famille. Son désir d'avoir des enfants a toujours été teinté d'une certaine anxiété, la peur de ne pas être à la hauteur du père dont il se souvient. Papa semblait toujours savoir exactement ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire, m'a-t-il dit un jour. Je ne suis pas sûre de pouvoir être ce genre de père,
Si seulement il savait à quel point son père était imparfait et humain. Cette connaissance le libérerait-elle de la norme impossible qu'il s'est fixée, ou bien cela détruirait-il son sentiment d'identité, d'héritage, d'appartenance? Je pense à Rebecca, la demi-sœur qu'il n'a jamais connue. Ils partagent le même sang, la même histoire, le même père. Devrait-il avoir la chance de se connaître? Quel droit ai-je de les séparer en maintenant la tromperie d'Éléanore pendant des décennies? Et qu'en est-il de nos futurs enfants? Auront-ils un jour le droit de connaître leur tante, leur histoire familiale supplémentaire? Ou bien ce secret nous suivra-t-il à travers les générations, façonnant les relations d'une manière que nous ne pouvons pas prévoir? Je pense à Éléanore, qui a abandonné sa maison pour tenir la promesse qu'elle avait faite à un homme qui l'avait trahi. Je pense à Caroline, qui vit sa vie parallèlement à la nôtre, reliée par des fils invisibles d'obligations et de secrets. Je pense à James, dont le sentiment d'identité est entièrement construit autour de l'émulation d'un père qui a mené une double vie. Et je pense à moi, maintenant gardienne d'une vérité que je n'ai jamais demandé à connaître. Mon doigt effleure le bord d'une des photos d'enfance de Rebecca, la demi-sœur de James, une étrangère qui partage son ADN, le sourire de son père, peut-être même certaines de ses manières et de ses talents. Sait-elle pour James? S'est-elle interrogée sur l'autre famille de son père au fil des ans? En veut-elle au fils légitime qui a hérité du nom Aldridge, de la position sociale, de l'héritage simple? Je décroche mon téléphone et le fixe, envisageant d'appeler Éléanore. Elle pourrait me décharger de cette responsabilité, me dire de détruire les preuves, de maintenir la fiction. C'est la solution de facilité. Je pourrais reprendre notre vie sans que cette connaissance ne me pèse. Mais notre relation sera-t-elle jamais vraiment la même? Pourrais-je regarder James à table, sachant ce que je sais sur son père, sur la sœur qu'il n'a jamais rencontrée, et ne pas sentir le mur du secret entre nous? Chaque conversation sur la famille, les enfants, l'intégrité serait-elle entachée par ma complicité dans cette tromperie qui dure depuis des décennies? Ma mère m'a toujours dit que les relations fondées sur le mensonge finissaient par s'effondrer sous leur propre poids, mais elle n'avait jamais été confrontée à une situation comme celle-ci, où la vérité semblait aussi destructrice que la tromperie. Je rassemble les papiers, les remets dans la boîte en bois et referme le couvercle. Le fermoir en laiton s'enclenche avec une finalité qui semble résonner dans notre appartement vide. Pour l'instant du moins, je suis la gardienne du secret de la famille Aldridge. Cette responsabilité pèse lourd sur mes épaules, un fardeau que je n'ai jamais cherché à porter, mais que je ne peux pas abandonner facilement. La clé de James tourne dans la serrure et je glisse rapidement la boîte sous le canapé. Il entre avec son habituel sourire chaleureux, mallette à la main, desserrant sa cravate en traversant la pièce pour m'embrasser. « Comment maman s'installe-t-elle » demande-t-il en s'asseyant sur le canapé à côté de moi. « Vous avez survécu à une semaine entière sans incident ?» Je force un sourire. « Mieux que survécu. Je crois qu'on s'est un peu rapprochés. » « Vraiment ?» Ses yeux s'illuminent d'un plaisir sincère. « C'est merveilleux. J'ai toujours espéré que vous finissiez par vous rapprocher. » Il prend ma main et la serre doucement. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer l'étrange intimité qui naît du partage du secret le plus sombre de quelqu'un? La compassion inattendue que j'ai trouvée pour une femme que j'avais auparavant considérée comme froide et moralisatrice. Je crois que je la comprends mieux maintenant, dis-je prudemment. Elle n'est pas exactement celle que je croyais. Les gens sont rarement ce qu'ils sont, une fois qu'on apprend à les connaître, dit James,
sans se douter de la profonde vérité de son observation désinvolte. Je suis heureux que tu aies pu voir au-delà de la façade de la matrone de Boston. Maman a beaucoup plus à offrir que ce qu'elle laisse voir à la plupart des gens. Si seulement il le savait. Plus tard dans la nuit, alors que James s'endort à mes côtés, je fixe le plafond, tournant encore les possibilités dans mon esprit. Il y a peut-être une voie médiane, un moyen d'honorer la vérité sans détruire les fondations du monde de James. Peut-être qu'un jour, quand Eleanor sera partie, quand le choc sera moins dévastateur, je pourrai trouver un moyen de présenter James à sa demi-sœur sans révéler toute l'étendue de la tromperie de son père. Ou peut-être que le secret ne m'appartient pas du tout. Peut-être que ma responsabilité est simplement de soutenir Eleanor dans ces dernières années, de l'aider à tenir la promesse qu'elle a faite à son mari et de laisser le passé enfoui. Je pense à ce que je voudrais si j'étais James. Voudrais-je vivre dans une ignorance confortable ou voudrais-je avoir la chance de connaître toute la vérité sur ma famille, aussi douloureuse soit-elle? Serais-je mécontent qu'on me refuse la possibilité de connaître ma demi-sœur, de décider par moi-même de ce que je pense des actes de mon père? Il n'y a pas de réponse facile, pas de choix clairement bon ou mauvais. Il n'y a que des valeurs qui s'affrontent, la vérité contre la protection, l'honnêteté contre la compassion, le droit de savoir contre la pitié de ne pas savoir. Le matin, je rejoindrai Eleanor pour prendre un café, un nouveau rituel que nous avons instauré depuis le déménagement. Nous nous asseyons l'une en face de l'autre, deux femmes liées par l'amour du même homme et la connaissance d'un secret qui pourrait le détruire. Nous discuterons de choses banales, son nouvel appartement, mon emploi du temps, les projets pour les vacances, tandis que le poids tacite de nos connaissances partagées pèsera entre nous. Et je continuerai à porter ce fardeau, du moins pour l'instant. J'observe attentivement James à la recherche de signes, indiquant qu'il pourrait être prêt à apprendre la vérité. J'attends le bon moment, si ce moment arrive un jour, pour décider d'ouvrir la boîte à secrets ou de l'enfermer à jamais. Parfois, le passé est caché pour une raison. Mais de qui est-ce que je protège la paix en gardant le secret? De lui ou de moi?